Cette semaine, dans ce bloc-là, on va faire des entrevues avec les chefs de parti. Tous les chefs, sauf François Legault, avaient accepté aujourd'hui. On devait avoir Éric Duhem, mais l'équipe de M. Duhem, samedi soir, a annulé sa présence à notre micro. Ça avait été convenu là, il y a plus de 2 semaines. Moi, je l'ai toujours dit, si vous écoutez cette émission-là, je le dis souvent, les offres de venir en entrevue, ce sont pas des citations à comparaître du tribunal. Personne n'est obligé de les accepter. Et c'est assez rare que je vais reprocher à quelqu'un de décliner une demande d'entrevue. Puis je vais pas le faire aujourd'hui. Donc, demain, mardi, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire sera là. Mercredi, Dominique Anglade du Parti libéral. Et vendredi, Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Donc aujourd'hui et jeudi, je vais faire une analyse des chefs qui ont décliné nos offres d'entrevue, soit Éric Duhem et François Legault. On commence avec M. Duhem. C'est un personnage assez particulier, Éric Duhem. Il y a très, très peu de chefs de parti au Québec dans les dernières années qui ont laissé autant de déclarations, souvent controversées, derrière eux, avant de faire le saut en politique. Ça fait, dans le cas de M. Duhem, là, beaucoup de matériel à scruter pour essayer de décrypter comment quelqu'un va gouverner, comment quelqu'un va guider son travail de politicien, son travail de parlementaire. Il n'a jamais siégé à l'Assemblée nationale, donc on ne peut pas discuter pendant cette première campagne électorale pour M. Duhem de son travail parlementaire, par exemple. Et là, comme chaque fois que je parle du passé médiatique d'Éric Duhem, il y a de ses fans qui me disent « C'est pas juste, monsieur l'animateur, de soulever ce qu'Éric Duhem a dit quand il était à la radio. » Je m'excuse, mais c'est très, très juste. C'est un peu court de dire que parce que c'était dans son passé d'animateur de radio, ça fait pas partie de son bilan. C'est au contraire, je pense, un prisme très riche pour essayer de comprendre comment fonctionne l'esprit d'Éric Duhem, comment il voit la vie, comment il voit les enjeux sociaux, et c'est pas une petite chose. Il aspire à gouverner le Québec. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il disait des choses, on le sait, là, M. Duhem, parfois choquantes, parfois polarisantes. Et il a été, lui-même a dit, écoutez, c'est mon passé d'animateur de radio, il fallait faire ce qu'il fallait faire pour avoir de la cote d'écoute. Il y a de ses fans qui disent exactement la même chose. Écoutez, s'il disait des choses pour choquer à l'époque, juste pour attirer l'attention et faire de la cote d'écoute, quand est-ce qu'on sait aujourd'hui si Éric Duhem pense ou pas ce qu'il dit pour attirer des votes? Je pense que la question se pose. Une élection, c'est un exercice démocratique et la base d'une élection, c'est quoi? C'est une personne, un vote. La société a beau être inégale dans une élection, tous ceux qui se donnent la peine d'aller voter, vivent une certaine forme d'égalité. Le vote de mon voisin a le même poids que le mien et vice-versa. On va écouter ce qu'Éric Duhem avait à dire au sujet du droit de vote au FM 93, qui est notre station sœur de Québec, quand il co-animait avec Bernard Drinville. Tu payes 10 000 $ en impôts, tu as 10 000 droits de vote. Ça serait vraiment tu payes démocratique. pas une scène, tu as 0. Tu payes 100 $, tu as 100 droits de vote. Ouais, Tu payes 1 million, tu as 1 million de droits de vote. OK. Ça serait bon, ça? Faut que ça voudrait dire, mettons, que les 10 familles les plus riches du Québec pourraient probablement contrôler le Parlement. C'est déjà mieux que le monde qui paye pas de maudite scène d'impôts puis qui décide qu'il va être élu au gouvernement alors qu'ils ont même pas contribué. Et là, Bernard Drinville était assez dépité, avait talonné Éric Duhem qui avait clarifié sa pensée. Tu payes pas d'impôts, t'as pas de droit de vote. C'est simple. Est-ce que c'est une hyperbole? Est-ce que c'est de la provocation pour faire de la cote d'écoute? Écoutez, chacun peut se faire une tête là-dessus. Mais c'est quand même pas banal que quelqu'un qui aspire à diriger le Québec ait déjà dit sérieusement en ondes, si tu payes pas d'impôts, tu votes pas, puis après ça, le nombre de dollars que tu payes en impôts, ça devrait être le nombre équivalent de votes que tu peux déposer dans l'urne. Et dans le même segment avec Bernard Drinville, vous savez, je parle souvent d'éducation. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense que c'est l'avenir d'une société et je pense que ça marche pas en éducation. Dans le même segment avec Bernard Drinville, M. Duhem a abordé sa conception, une certaine conception de ce qu'est l'accès à l'éducation. De commencer par le droit de vote, puis après ça, on va leur retirer d'autres droits. Hein? C'est pas une question de probablement c'est pas un droit là, c'est inscrit où ça dans l'ADN de quoi là? De quoi le droit d'être soigné? L'éducation, c'est un privilège. Tous ces services là, c'est un privilège qu'on a. Il y a plein de monde sur la planète qui ont pas ça, c'est pas un droit pour tous les êtres humains du monde. Là. Écoutez, il y a peut-être des endroits où l'éducation c'est un privilège, mais le Québec est pas de ces endroits-là. C'est même littéralement codifié dans la première ligne du premier article de la loi sur l'instruction publique.
l'éducation, l'accès à l'éducation, c'est un droit. Donc, si M. Duhem était venu aujourd'hui, j'y aurais demandé ce qu'il pense d'un principe très, très simple d'une personne, un vote. J'aurais demandé ce qu'il pense de l'accès à l'éducation aussi. Pour qui ça devrait être un droit, pour qui ça devrait être un privilège. J'aurais aussi demandé c'est quoi sa vision de ce qu'une société doit faire pour aider les plus poqués d'entre nous, notamment les pauvres. Sa vision de la solidarité aussi. Je lui aurais demandé s'il allait gouverner pour tous les Québécois ou seulement pour les Québécois qui paient de l'impôt. Tout au long de sa carrière médiatique, M. Duhem a cherché à attirer l'attention avec des propos explosifs, des propos provocateurs. Et il y a quelques années, il co-animait une émission avec Nathalie Normando, toujours à Québec. Nathalie, on le sait, est une fière Gaspésienne et Éric Duhem, lui, avait acheté un nom de domaine sur Internet pour avoir un site web. Ça s'intitulait « Fermons-la-Gaspésie.com ». Et comme le nom le dit, l'idée que M. Duhem poussait, c'est que faudrait fermer la Gaspésie parce que ça nous coûte cher aux Québécois, la Gaspésie. On va écouter un extrait de sa discussion avec Nathalie. J'ai fait enlever les bouts où Nathalie s'indigne pour que ce soit plus compréhensible. C'est pas de fermer les régions, c'est fermer la région parce qu'il y a une région au Québec qui est particulièrement dépendante de l'État puis qui ça fonctionne pas puis il y a beaucoup trop de distance puis il y a trop peu de population. Éric Duhem. Je m'excuse de te le dire, Nathalie, puis qu'il n'y a pas assez de ressources locales pour pouvoir justifier les subventions qu'elle a. Mais arrête de demander au reste du Québec de la faire vivre. C'est juste ça qu'on vous demande. Donc, je le souligne, M. Duhem, quand il est devenu chef du Parti conservateur du Québec, il s'est excusé aux Gaspésiens d'avoir voulu fermer la Gaspésie. Donc, on le voit, c'est pas... On peut pas dire que c'est l'empathie qui guidait M. Duhem quand il était à la radio. On peut même penser que ce qui le guidait, c'était un peu le principe, la loi du plus fort et du plus riche. La question se pose, en tout cas, et je lui aurais demandé, s'il était venu à ce micro-là, quelle autre région il aurait peut-être fallu fermer? C'est quoi les critères pour fermer une région au Québec? Autre dossier, et ça touche encore les plus vulnérables, disons. Éric Duhem, chef du Parti conservateur, a fait campagne en promettant une commission d'enquête sur l'hécatombe en CHSLD. Parce qu'on le sait, au début de la pandémie, les résidences pour personnes âgées de tout type ont été dévastées par ce nouveau virus-là. Et depuis, il y a eu des commissions d'enquête, notamment celle de la coroner Kamel. Mais Éric Duhem en ferait une autre. Écoutez, c'est une idée qui est parfaitement défendable, ça. Okay? Il y a des gens qui disent... En surplus de toutes les commissions d'enquête ponctuelles qu'on a eues, il devrait y avoir une commission d'enquête publique. Moi, j'en ai déjà parlé notamment. Et c'est souvent un argument qui revient chez les partisans d'Éric Duhem, souvent exprimé avec beaucoup de hargne. Le gouvernement Legault a laissé mourir les vieux et la commission d'enquête va pouvoir identifier les coupables, ceux qui ont permis ça. Mais au début de la pandémie, un mois après le début de la pandémie, Éric Duhem était au micro et il était déjà engagé, à l'époque c'était à Choix, là, si je ne me trompe pas, dans le combat contre les mesures sanitaires. Le docteur Arruda, directeur national de la santé publique, parlait à l'époque de la nécessité, là, je vous rappelle, on est au début, ça fait à peu près un mois, là, au début de la pandémie. Arruda parlait de la nécessité de protéger les personnes âgées pour justifier la fermeture au monde extérieur de résidences, les RPA, les CHSLD, etc. Et le docteur Arruda avait dit que toutes les vies avaient la même valeur. Au mois d'avril, voici ce qu'Éric Duhem avait à répondre au docteur Arruda à la radio. Mais le docteur Arruda, il y a quelques semaines, il avait dit que la vie humaine, que la personne ait 80 ans ou qu'elle en ait 5, c'était la même chose, puis qu'il était très fiable. C'était nos valeurs au Québec de sauver les personnes âgées. Puis c'est très louable de vouloir sauver des vies de personnes âgées. Tout le monde, j'espère, veut sauver la vie d'êtres humains qui sont encore en vie, peu importe le nombre d'années qu'il leur reste à vivre. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'un enfant de 5 ans qui meurt, puis une personne de 79 ans qui est atteinte du cancer du poumon qui meurt 6 mois plus tôt que prévu, c'est pas la même chose. Écoutez, la discussion sur la valeur d'une vie humaine, c'est une discussion complexe, émotive, potentiellement explosive. Il y a des gens qui font des doctorats là-dedans. C'est extrêmement nuancé. Et je pense qu'il y a très certainement des questions à poser à un chef de parti comme M. Duhem, qui se fait le champion aujourd'hui des personnes âgées, mais qui disait ouvertement, dans son style assumé d'agitateur des ongles, là, il y a 2 ans et quelques, que la vie de ces personnes âgées-là n'a pas la même valeur que celle de personnes plus jeunes. Il y a des questions qui se posent parce que, me semble qu'il y a comme une contradiction là-dedans. Quand on écoute M. Duhem, s'il avait été premier ministre pendant la pandémie, il n'y aurait pas eu de mesures particulières de distanciation. Il n'y aurait pas eu de masque obligatoire dans les lieux publics. Il n'y aurait aussi pas eu d'efforts particuliers pour pousser les Québécois à se faire vacciner. Écoutez,
moi, je suis de ceux qui pensent que ces mesures-là, qui parfois ont été mal appliquées, qui parfois ont peut-être été trop fortes, ont quand même contribué à certains moments à aider, pour ne pas dire à sauver le système de santé, qui a failli lâcher par bout, par endroit, par région, par moment. Moi, j'aurais demandé à M. Duhem, s'il était venu ici, ce qu'il aurait fait comme premier ministre si nos hôpitaux avaient lâché. On a évité d'avoir à vivre le désastre de choisir qui allait recevoir un respirateur dans nos unités de soins intensifs et qui allait pas en recevoir, parce qu'on a mis en place des mesures sanitaires qui ont limité les contacts à certains moments et parce que les Québécois ont été majoritairement vaccinés. Je parle notamment de la première vague au printemps 2020. Je parle aussi du temps des fêtes l'année passée, en 2021. Ce sont deux des moments où les hôpitaux du Québec ont été poussés au point de rupture. Si j'avais pu faire une entrevue avec M. Duhem, j'aurais demandé s'il aurait vraiment laissé, à ces moments critiques, la société québécoise complètement ouverte au nom de la liberté individuelle. En terminant, moi, j'ai rien contre le conservatisme. Je pense que la tension entre le progressisme et le conservatisme dans notre société, c'est pas en soi une mauvaise chose. Je pense que c'est inévitable, puis ça peut même être bénéfique des fois, parce que il y a un retour du balancier quand un autre parti arrive au pouvoir. C'est pas forcément mauvais. Il y a plein de conservateurs que j'apprécie. Mario Dumont, c'en est un. Gérard Deltel, Alain Reyes, Michael Fortier, au fédéral quand il était en politique. C'est des politiciens qui n'ont pas démérité, qui sont des conservateurs et qui font pas ou qui n'ont pas fait de la politique comme si la politique était un forum de discussion sur Facebook. Ce qui est trop souvent, à mon avis bien personnel, l'approche du Parti conservateur de M. Duhem, et on peut dire la même chose des partisans de Pierre Poilievre au fédéral. On se croirait parfois, quand on les voit aller, quand on les regarde aller, dans un monde de trolls. Les fans hyperactifs du Parti conservateur du Québec, et je vous dis, j'ai jamais vu ça à ce niveau-là, se comportent souvent sur les réseaux sociaux comme des trolls qui tombent rapidement dans la vulgarité, dans la bêtise, dans l'agressivité, comme j'ai jamais vu les partisans d'autres partis politiques au Québec le faire. Si M. Duhem était venu ici, j'aurais demandé pourquoi des gens comme ce candidat dans Pointe-aux-Trembles, dont les captures d'écran ont fait surface là, tout récemment, un gars qui pense que François Legault, comme ils l'appellent tous, va être un jour jugé par le tribunal de Nuremberg 2.0. Nuremberg 1.0, c'était le tribunal qui a jugé les criminels de guerre nazis, et si vous le saviez pas, dans l'univers complotiste, il y a un tribunal Nuremberg 2.0 qui s'en vient, et Yves Beaulieu, c'est son nom, le candidat de M. Duhem dans Pointe-aux-Trembles, a dit à M. Legault que son Nuremberg s'en venait. J'aurais demandé à M. Duhem, s'il était venu ici en studio, comment se fait que des gens comme ça se retrouvent dans votre parti? Comment se fait que des gens comme ça sont attirés par votre discours? Et je le souligne, c'est pas tous les gens qui votent et qui veulent voter pour le Parti conservateur du Québec qui sont comme ça. Mais il y a une étude de l'Université de Sherbrooke qui a montré que les conspirationnistes, ils sont principalement fans du Parti conservateur. Je vous parlais d'une méthode de troll pour décrire les conservateurs québécois bien souvent. On va écouter, presque en terminant, un extrait d'Anne Casabonne, la comédienne qui est une candidate vedette de M. Duhem. C'était lors d'un rassemblement au Centre Vidéotron à Québec vendredi dernier. Puis quand il se faisait attaquer, il faisait sa petite face. Non, mais c'est comme s'il embrassait sa sœur dans le vide. Ça, c'était à propos de François Legault. Écoutez, c'est le genre de commentaires qu'on va retrouver dans la bouche d'humoristes. C'est le genre de commentaires qu'on va retrouver chez les trolls sur Facebook, sur Twitter, dans les sections commentaires des journaux. Mais écoutez, ça génère plein de likes, oui, je sais. Ça peut même devenir viral, des commentaires comme ça. Mais je suis désolé, dans mon esprit, il devrait y avoir une différence marquée entre des trolls anonymes sur Facebook et des candidats qui veulent devenir députés à l'Assemblée nationale. 17-21.